Bonsoir, bonsoir à tous. On est un petit peu en retard, c'est normal. C'était pas prévu qu'il y ait de débrief pour ce match. Mais je me suis dit, bon, j'ai atterri suffisamment tôt pour voir la fin du match. Et j'ai pu revoir le match en replay pendant le match du PSG. Et donc nous sommes ici pour un débrief qui n'était pas prévu. Pourquoi on est là pour un débrief? Eh bien parce que l'Olympique Lyonnais a gagné le foot ce soir face au LOSC avec la manière. Un très 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 beau match ce soir que j'étais ravi de revoir tout en sachant le résultat. C'est pas tous les jours pareil. Et je suis pas sûr que je me le serais infligé si on avait perdu. On va donc débriefer ce match qu'on n'avait pas du tout prévu de débriefer ensemble. Cette victoire de l'Olympique Lyonnais face à une équipe du LOSC qui, pour le coup, contrairement à l'équipe de l'OM ce week-end, était plutôt bien en place. Et ce match-là, c'est pas l'OM qui l'a perdu, c'est l'OL qui est allé le gagner comme un grand. Merci Emmanuel Todd pour ton 14e mois et ton magnifique pseudo. Ce live sera disponible évidemment en replay sur YouTube. D'ailleurs, vous êtes nombreux à regarder les lives sur YouTube. On est stabilisé à environ 17-18 000 vues. C'est pas mal, c'est cool. Continuez à vous abonner, à mettre les pouces. Ça fait toujours plaisir. On est sur un beau rythme de croisière. Tu as porté ce t-shirt à Ajaccio? Non, non. Alors oui, pour ceux qui ne savent pas pourquoi il ne devait pas y avoir de live aujourd'hui, parce que j'étais dans l'avion pendant le match, donc je n'ai pas vu le match en direct. Et quand j'ai atterri, il y avait 2-1, donc ça a été un atterrissage plutôt en douceur, ce qui n'a pas toujours été le cas dans ma vie, puisque la dernière fois que j'ai été dans les airs pendant un match de l'Olympique Lyonnais, c'était pour le match contre la Gantoise. Merci Tex pour les 5 abonnements, tu es un chef. Un match, comme vous le savez, la Gantoise, c'était il y a 10 ans, qui s'est mal terminé. Je suis très content d'être avec vous ce soir pour un format de débrief qui va être entre le live nocturne et le débrief, peut-être un peu moins speed, un peu moins à chaud, peut-être un peu plus posé. On verra, c'est peut-être un prémisse de ce qui se fera la saison prochaine, parce que je suis pas certain la saison prochaine de réussir à refaire les débriefs tout le temps au coup de sifflet final. Il y en aura peut-être beaucoup au coup de sifflet final, mais je pense qu'on va mettre un débrief à horaire fixe, peut-être le lundi soir, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, je pense qu'à terme, c'est un format qui se reproduira un peu en différé. Voilà, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. On va parler de ce match ensemble. J'ai pris plein de petites notes. Alors vous pouvez remarquer que la couleur a changé parce que j'ai perdu mon stylo rouge. Voilà, donc maintenant c'est du orange. Ça change. Tu vas combien de fois au stade par saison? 0. Je ne vais pas au stade. Ou très très rarement au stade. Il est possible que j'aille au stade cette saison parce qu'on m'a gentiment convié au même programme qu'a eu Zach ces dernières semaines, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Voilà. Pas de politique ce soir. Non, pas de politique ce soir, puisque ce live sera disponible sur la chaîne YouTube principale. Si vous voulez, on restera ensemble peut-être après pour parler d'autres choses, mais ça, ce sera sur la chaîne secondaire, puisqu'on laisse le bordel sur la chaîne secondaire. 2-1 pour l'Olympique Lyonnais. Il reste 3 matchs à gagner pour l'Olympique Lyonnais pour se retrouver en Coupe d'Europe dans cette saison calamiteuse. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Je peux pas tous vous remercier parce que vous savez, c'est un format où on est un peu speed. 3 matchs pour rêver, 3 matchs pour sauver la saison, 3 matchs et tout devient possible puisque nombre de gros ont déjà sauté dans cette Coupe de France. Alors oui, il reste le PSG et ce sera toujours très dur d'aller chercher le PSG dans la Coupe de France et peut-être qu'on les tirera en quart et qu'on dira au revoir à la Coupe de France incessamment sous peu. Mais force est de constater que cet Olympique Lyonnais monte en puissance et montre des choses qui sont quand même de l'ordre du très rassurant, que ce soit dans son dispositif tactique, dans l'implication de ses joueurs qui étaient pourtant relégués sur le banc, et de manière générale dans l'impression visuelle que cet Olympique Lyonnais laisse, puisqu'on avait des choses à redire sur le match contre l'OM, où l'OL avait fait une deuxième période un peu compliquée, et n'avait été entre guillemets sauvé que par la très grande faiblesse de l'Olympique de Marseille dimanche dernier. Là, force est de constater que l'OL est tombé sur une équipe du LOSC plutôt bien en place. Une équipe type, en plus, le LOSC avait aligné son équipe type, il y avait tout le monde qui était là. Et a surtassé le LOSC tout simplement dans tous les compartiments, a su gérer brillamment ses temps forts et brillamment ses temps faibles aussi, et c'est probablement le match le plus abouti de l'Olympique Lyonnais sur pas mal de plans depuis une sacrée plombe. Moi je vous avoue que ça fait très longtemps que j'ai pas vu un OL qui tactiquement ressemblait autant à quelque chose sur le terrain. J'ai vu des phases, notamment sur le premier but, ouverture du score de Gift Orban à la 40e, le premier but, il est assez fabuleux quand même. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu une attaque placée comme ça à l'Olympique Lyonnais? Ça part de Jake O'Brien, qui fait une passe à Cacré, qui fait une passe à Cherki, qui fait une déviation pour Orban, qui court et qui marque. 3 passes pour passer du défenseur central à un but. Combien de temps on a vécu avec un Olympique Lyonnais qui, quand il était en attaque placée, était incapable de faire quoi que ce soit? Rappelez-vous sous Genesio, le fameux U. Là, on a quand même
une ultra efficacité et des joueurs qui, pour la première fois depuis très 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 longtemps, ont l'air de savoir ce qu'on leur demande dans un système qui est compliqué en réalité, hein, parce que alors je vous ai pris pas mal de screens, mais je peux pas les mettre parce que j'ai pas préparé mon live suffisamment bien, mais il y avait une structure tactique en défense qui était une sorte de 4-1-4-1 avec deux lignes Cacré entre les deux lignes défensives et une structure offensive totalement déstructurée, ultra flexible, ultra intéressante à regarder avec des compensations de tous les côtés, avec notamment cette espèce de système à la relance à 3 derrière, avec Nicolas Tagliafico qui basculait vachement dans l'axe et Maitland Niles qui poussait soit complètement sur l'aile avec Cherki dans l'axe, soit l'inverse avec Maitland Niles qui allait jouer au milieu de terrain à côté de Cacré pendant que Cherki lui prenait l'aile. C'était super intéressant à voir, et d'ailleurs, c'est pas pour rien d'ailleurs que ce match, cette première période, notamment ces 30 premières minutes, ont été autant intéressantes à regarder, pas hyper flamboyantes, pas hyper bordéliques, mais d'une flexibilité assez folle, et moi je trouve ça assez dingue que Pierre Sage, en relativement peu de temps, ait réussi à inculquer à ces joueurs dont on pensait morts tactiquement, qu'on pensait morts intellectuellement, enfin je veux dire, revenez en arrière, il y a 2 ou 3 mois, les choses qu'on pouvait dire sur les joueurs en disant qu'ils sont complètement cons, que c'est des feignants, que c'est des nullards, c'est une transformation. Alors, on sait pas si ça va durer. Je sais pas, ça se trouve, le match prochain, ça va être une catastrophe. Mais force est de constater que là, moi, j'ai vu une équipe de l'OL tactiquement ultra intéressante, ultra en place, ultra intelligente et solide, quoi. Juste solide. C'est un match qui aurait pu tourner vachement plus court, hein, parce qu'il y a eu beaucoup d'occasions en première période. Il y a ce fameux penalty non sifflé sur Ryan Cherki qui est totalement absurde, tant le penalty est évident, et dans la foulée de ce penalty, 3 minutes plus tard, il y a la réduction du score de Lille qui nous donne un match un peu plus compliqué que ce qu'il aurait dû être. Mais en vrai, c'est un match maîtrisé. C'est un match totalement maîtrisé. Donc voilà. Oui, j'aimerais parler de Jérôme Rotten, effectivement. Mais avant de parler de Jérôme Rotten, je voudrais quand même qu'on parle des choix de base de Pierre Sage. Parce que Jérôme Rotten a eu tort, comme souvent, hein, il dit souvent des saucisses, notamment quand ça concerne l'Olympique Lyonnais. Mais il se trouve que c'était quand même un choix assez couillu de la part de Pierre Sage de faire tourner sur cette rencontre-là. Parce qu'il y avait une équipe type qui commençait à se dégager de cet Olympique Lyonnais, avec des recrues qu'il fallait intégrer, et là Pierre Sage a fait quand même un choix extrêmement fort, déjà dans les buts de lancer Lucas Perry, et on a eu le temps de longuement en parler lundi lors du podcast à la ZUB. Moi j'étais pas pour une raison très simple, qui est que j'avais peur pour Lucas Perry. J'avais peur pour Lucas Perry parce qu'on sait que sortir Lopez du 11, c'est compliqué, en termes de vestiaire, c'est compliqué en termes de tribune, et Pierre Sage a pris le risque de jeter un peu Lucas Perry dans la fosse au lion, sans mauvais jeu de mots, pour le mettre au feu sur un match très 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 important pour la saison de l'OL. Moi j'étais pas forcément pour, parce que je me suis dit si jamais Lucas Perry fait un mauvais match, ça va foutre un sbul pas possible. Fort heureusement, Lucas Perry a fait un très bon match, voilà, très intéressant, on aura le temps d'en reparler après, mais l'impression visuelle de Perry, je la trouve rassurante. Et pour le coup, il prend de la place, Lucas Perry, hein. Le 1m97, on le voit bien, hein. Alors il y a quelques petites lacunes au jeu au pied, hein. Après, j'ai envie de vous dire, quand on passe de Lopez à Perry, on passe d'un gardien qui est très mauvais au pied à un gardien qui est pas ouf au pied, mais impression visuelle plutôt bonne de Perry, et je pense que on peut le voir de nouveau titulaire cette saison sur une alternance, j'en sais rien. En tout cas, c'est un sujet qui va être intéressant à suivre, puisque force est de constater qu'il y a maintenant 2 vraies options dans les cages côté lyonnais, et je suis assez satisfait d'avoir vu Perry réussir son match et donner confiance à l'entraîneur qui lui-même lui a fait confiance. Les autres choix forts de Pierre Sage, il y en avait 2. Le premier, c'était ceux de formation. Sur le papier, un 4-3-3. Dans les faits, c'était pas du tout un 4-3-3, puisqu'en phase défensive, c'était un 4-1-4-1, avec Cacré devant la défense. Et en phase offensive, c'était un truc totalement déstructuré, comme on l'a dit, avec un Tagliafico, défenseur central gauche, un Maitland Niles en espèce d'électron libre côté droit, et ce système très 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 offensif, avec 5 joueurs sur la même ligne offensivement, et des projections en veux-tu en voilà, notamment avec Malik Fofana, qui a été brillantissime. J'ai adoré le match de Malik Fofana, mais on va en parler après. Et l'autre choix majeur, c'était de faire tourner, c'est-à-dire qu'on avait quand même ce sentiment que Pierre Sage avait commencé à trouver un trio offensif qui fonctionnait, et il a choisi quand même là de faire complètement tourner, c'est-à-dire à donner une titularisation à Gift Orban sur la pointe de l'attaque et de mettre autour de lui Malik Fofana et Ryan Cherki, et ça c'était quand même un choix assez fort face à une équipe de Lille qui elle avait mis son équipe type, et qui en plus dans un match coup près de coupe où quand même l'OL joue sa saison sur la Coupe de France. Alors peut-être qu'on va sortir au prochain tour, peut-être qu'on va se faire battre par le Paris Saint-Germain, peut-être qu'on va perdre la finale, j'en sais rien, mais il se trouve que le seul salut dans cette saison, c'est la Coupe de France, parce que si jamais vous terminez 15e mais que vous gagnez la Coupe de France et que vous êtes européen, c'est une saison réussie, et même plus réussie que les 3 ou 4 précédentes. Alors peut-être pas celle de la Ligue des Champions, mais
Vous voyez ce que je veux dire? Donc on est quand même sur un club qui va jouer sa vie sur les 3 prochains matchs, avec probablement dans ces 3 prochains matchs un PSG qui traîne quelque part, puisqu'on a encore vu que le PSG ce soir a pas forcément été brillant, mais c'est facilement débarrassé du Stade brestois. D'ailleurs, bravo à Lilian Brassé pour son attentat sur Kylian Mbappé. Je sais pas comment la cheville de Mbappé tient le coup. Je vous invite à voir le tac de Brassier. Je sais pas. Il est en chewing-gum Mbappé, je sais pas comment il s'en sort, mais c'est pas le sujet du soir. Voilà. On est quand même sur une transformation hein, dans cette équipe. De tous les joueurs. Il y en a qui étaient fiables, et on n'est pas surpris de voir un Clinton Mata au niveau quand il rentre en jeu. On n'est pas du tout surpris de voir un O'Brien plutôt brillant, même s'il y a quelques trous d'air, mais c'est quand même un joueur brillant. Mais on est quand même surpris de revoir un Cacré au top niveau. On est quand même surpris de voir un Tolisso qui revient d'entre les morts. Et surtout, parce que vous voyez où je veux en venir, le match de Cherki ce soir. Je pense que c'est le truc sur lequel il faut appuyer dans un premier temps. Cherki, contre l'OM, on l'enterrait. Et à raison. Je voyais pas, moi, je vois toujours pas d'ailleurs, hein, comment Cherki va pouvoir se sortir du placard. Et il se trouve que Cherki, c'est dans ses mains, c'est dans ses pieds plutôt, d'essayer de prouver au coach qu'il a sa place dans cette équipe. Ce soir, il a joué dans une sorte de rôle d'ailier droit qui repique, et il a été parfait. Voilà. Et moi, je suis ému. Je vais vous dire, je suis ému, parce que Ryan Cherki, vous savez que je l'adore, et vous savez que je le critique à raison parce que je l'adore, et que je pense que c'est un joueur qui est capable de beaucoup mieux que ce qu'il a fait. Là, ce match-là, Cherki... franchement, fait les retours défensifs, intelligent tactiquement, ferme sa gueule et il râle pas, un but, une passe D. Bah voilà Ryan. Voilà, putain, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut, on a le droit de râler, on a raison de râler, si c'est ça qu'on veut. Alors, bah voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? S'il est capable de faire ça, même sur 30 minutes en rentrant en fin de match, parce qu'il va y avoir de la concurrence, Benrahma est pas encore là, et il va arriver Benrahma, et Benrahma il va avoir sa place dans le 11 à un moment donné. Bah, il faut de la concurrence, quoi. C'est tout. Voilà. Je sais pas s'il manquait que ça à Cherki pour se sortir les doigts. Et peut-être que c'est éphémère. Hein. Peut-être qu'on va tous se palucher sur ce match-là et qu'on va reperdre Cherki sur les matchs suivants. Mais le Cherki de ce soir, c'est le Cherki, moi, que je veux voir, le Cherki dont je rêve, et le Cherki que j'ai vu par bribes, notamment ce fameux match contre Nantes, il y a quelques temps déjà. On demande que ça. C'est l'homme du match ce soir, Cherki. On demande que ça. Des stats, de l'intelligence de jeu, de la discipline tactique et des retours défensifs. Alors, ils n'ont pas toujours été parfaits, ces retours défensifs, mais il a défendu. Il y a un moment donné, il est revenu sur l'ailier dans la surface de réparation. J'ai jamais vu Cherki faire ça de la saison. Ben voilà. S'il fait ça, c'est bon, tranquille. On crie plus jamais dessus, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Donc après, il est un peu pas content quand il est sorti. Pierre Sage, il a ironisé, il a dit oui, il a été très bien, sauf quand il est sorti, mais bon, comme d'autres joueurs. Voilà. Mais... c'est vraiment qu'un problème d'attitude pour Cherki, c'est ça qui est agaçant. C'est agaçant que le talent de ce joueur-là soit saccagé uniquement par un problème d'état d'esprit. Et quand il a envie, c'est un super joueur. Donc voilà, de toute façon, c'est dans ses mains, à Cherki. Parce qu'il n'y a pas 1000 solutions. Cherki, soit il part cet été, soit il part libre l'an prochain. Donc quoi qu'il arrive, les enjeux pour Cherki, c'est avoir des prétendants. Et pour avoir des prétendants, il va falloir qu'il soit bon. Qu'il soit bon quand il est titulaire, qu'il soit bon quand il rentre. C'est dans ses mains. Et je pense que là, il a mis une première pierre de l'édifice du Cherki d'après, parce qu'il ne pourra pas rester à l'Olympique Lyonnais, je pense. Il ne prolongera pas, alors que mon chat est en train d'hurler, effectivement. Mais le t-shirt exceptionnel. Oui, je l'ai mis parce que j'étais à Ajaccio aujourd'hui. Voilà, donc je me suis dit, bon, j'étais pas au Gazélec, parce que le Gazélec est tombé depuis. J'étais à l'AC Ajaccio, j'ai rencontré les gens de l'AC Ajaccio, qui sont absolument adorables d'ailleurs. Donc je me suis dit, je vais mettre le t-shirt hommage à Ajaccio. Tu peux pas dire ça, c'est pas l'état d'esprit qu'il a explosité la caisse d'un... Ce soir, il y a des trucs sur lesquels l'impact physique est toujours un peu défaillant. Et il y a des qualités qu'il aura probablement jamais. Ce sera jamais un sprinter, Cherki. Mais quand vous avez un Cherki avec la tête à l'endroit, il compense toutes ses faiblesses par ses qualités. Et du coup, ça devient un joueur intéressant. Parce que le problème de Cherki, c'est que quand il n'a pas la tête à l'endroit, ses qualités sont pas évidentes, alors que ses défauts restent, eux, assez évidents. C'est un joueur qui manque de qualité athlétique pure, c'est un joueur qui n'est pas le meilleur défenseur du monde, et c'est un joueur dont la polyvalence est pas forcément évidente. Mais quand il est la tête à l'endroit, quand il joue juste, quand il est intéressant, quand il s'arrache défensivement et offensivement, c'est pas grave que ce soit un joueur comme ça. Comme ça n'a pas été grave pour des autres joueurs de ce style-là, un petit peu anachronique, type, je sais pas, Wabi Kazri ou TJ Savanier, qui sont pas des joueurs modernes dans leur gabarit, dans leur style de jeu, mais qui ont des telles qualités qu'on oublie le fait que c'est pas les joueurs les plus rapides, c'est pas les joueurs les plus endurants, les joueurs qui courent le plus, et les joueurs les plus polyvalents. Et c'est pas grave. Donc moi, j'attends juste de Cherki que ses qualités intrinsèques soient suffisamment mises en valeur pour qu'on puisse oublier ses défauts. Et là, moi, ce soir, j'ai oublié les défauts de Cherki. Ce soir, je vais pas dire ah bah Cherki il percute pas assez sur l'aile, ah bah Cherki il fait pas assez de passes simples. Non, ce soir il est nickel. Voilà, donc nickel. Donc je pense que c'est quand même le truc le plus important ce soir, c'est de se dire
ce Cherki-là, il existe, on l'a pas rêvé, il est possible, et donc, on a raison d'être exigeant avec Cherki. Comme on a raison d'être exigeant avec Cacré. Et hop, la transition, vous avez vu, c'est ça le professionnalisme, parce que c'est pareil pour Cacré. Ce soir, Cacré, il fait un très bon match. Il fait un très bon match parce qu'il a la tête sur les épaules, il a la confiance, il percute quand il a envie de percuter, il s'arrache, il fait le pressing comme un zinzin. Bah voilà, ce Cacré-là, il existe. On l'a vu lors du Final 8. Alors, au Final 8, il était tout en haut, mais il existe. Donc, on a raison d'être exigeant avec Cacré, d'attendre de Cacré que ce soit ce Cacré-là, et pas le Cacré un petit peu moyenasse, sans saveur qu'on a eu souvent ces 2 dernières années. Donc, ces joueurs-là, ils existent, on les a pas rêvés. Même Tolisso, ce soir, il existe. Donc, on les a pas rêvés. Donc, on a raison d'être exigeant, et on a peut-être eu tort de les enterrer, moi le premier, notamment Tolisso, même Cacré, à un moment donné, je me suis dit, bah tant pis, ça marchera pas, on n'arrivera pas à le sauver. Et donc, ça confirme ce qu'on dit, c'est que on a le droit d'être exigeant avec ces joueurs-là. Alors peut-être que ça va mieux parce qu'ils sont sous l'égide d'un coach qui sait leur parler, qui est pédagogue, qui est quelqu'un Hugo en parlait à la ZOB, qui disait que ça fait 30 ans qu'il prépare son expérience de coach. C'était Yanis, je sais plus. Et force est de constater que Pierre Sage sait parler à ces joueurs-là. Parce que c'est l'OL le plus discipliné tactiquement et le plus cohérent sur le terrain depuis Rudy Garcia, qui est probablement le seul coach des 5 dernières années à avoir réussi à faire de cette OL quelque chose de cohérent sur le terrain. Mais Rudy Garcia, c'était des principes de jeu relativement simples. C'était rigide, c'était efficace, mais c'était rigide. Là, Pierre Sage, il réussit un double exploit. Transformer une équipe de cadavres en une équipe cohérente sur le terrain, offensivement et défensivement, mais en plus inculquer des principes de jeu qui sont compliqués. C'est compliqué ce qu'il essaye de faire, Pierre Sage. C'est compliqué ce système-là, espèce de système à la relance en 3-2, 4-1, enfin je ne sais pas exactement comment l'expliquer, cette espèce de système où ça bouge de tous les côtés, il y a des appels de partout, il y a des compensations, c'est extrêmement dur ce qu'il leur demande. Et il réussit à inculquer cette discipline-là, en tout cas sur un match très abouti, au bout de 9 matchs. C'est énorme, c'est bien la preuve que finalement, les coachs n'ont pas forcément besoin de 6 mois ou 1 an pour inculquer leur discipline. C'est ce qui se passait avec Farioli à Nice. Farioli à Nice, il a mis 3 matchs. Il y a eu 3 matchs nuls en début de saison du côté de Nice. On s'est dit, ouais, pas ouf Nice. Et après, les principes tactiques de Nice ont été mis en place. Pour le coup, Farioli, c'est l'inverse de Pierre Sage. C'est extrêmement rigide, extrêmement coach français. Mais... qu'est-ce qu'il est con. Je suis désolé, il y a le chat qui a sauté dans un carton. Mais moi, je trouve ça assez fascinant de voir que on se trompe quand on dit qu'il faut du temps au coach. Non, un coach qui sait parler aux joueurs, qui sait fédérer, peut inculquer ses principes rapidement. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu miaules? C'est la fiesta, là. Non, c'est pas Moka, c'est Smoky, là. À Montpellier, on devrait enfin voir l'équipe type. Il n'y a pas d'équipe type, en réalité. C'est ça, moi, que je trouve intéressant. Et je pense que c'est aussi un des enseignements de Pierre Sage. Il y a des titulaires, mais j'ai l'impression qu'il y a un groupe de titulaires de 14 joueurs. Et que Pierre Sage, il va pas avoir un trio d'attaque titulaire. Parce qu'un trio d'attaque, c'est quoi? Ça veut dire qu'il faudrait se passer de au moins un parmi Fofana, Nuama, Orban, Benrahma, Cherki. C'est pas possible. Il y a des titulaires indiscutables. Je vois pas comment Lacazette sortirait du 11, ou O'Brien sortirait du 11, par exemple, ou Mata sortirait du 11, même si ce soir, il était sur le banc. Mais je pense qu'au milieu de terrain, il n'y a pas de place définie. Parce que vous avez 2 ou 3 postes pour 4 joueurs intéressants qui sont Matic, Cacré, Tolisso quand il a envie et Mangala. Et devant, vous avez 3 postes pour 5 joueurs qui sont intéressants. Maitland-Niles aussi, j'ai pas cité, mais je pense que Maitland-Niles il sort plus du 11, puisque de toute façon il sait tout faire. Un coup il est milieu, un coup il est piston, un coup il est arrière droit, puis arrière gauche. Enfin, Maitland-Niles, il a 9 points verts sur la fiche sur Football Manager. C'est une bénédiction. Et encore ce soir, Maitland-Niles, moi je pensais pas. J'ai été surpris par la défense à 4, pardon. Je pensais pas que Maitland-Niles serait capable de jouer pur arrière droit. Parce que pour moi, Maitland-Niles, c'est plutôt un milieu latéral, plutôt un piston. Il a encore été top. Voilà, Maitland-Niles, joueur fiable. Et je sais plus qui a fait une remarque sur Twitter, je me demande si c'est pas Thomas Lacondémine, qui a dit qu'il y avait 9 anciens joueurs de Première Ligue dans cet effectif de l'Olympique Lyonnais, et que c'est beaucoup. Et on en a parlé pareil lors du podcast d'Alazub de Zach. Il y a une certaine discipline dans les joueurs de Première Ligue, que ce soit Maitland-Niles, que ce soit O'Brien, même si O'Brien n'a pas beaucoup joué en Première Ligue, voire pas du tout, mais il y a une culture. Et je pense que ça, franchement, Maitland-Niles, moi j'étais prêt à le jeter par la fenêtre cet hiver, comme quasiment tout le monde en réalité, il n'y a pas grand monde qui croyait encore à Maitland-Niles. Chapeau, franchement, chapeau Pierre Sage, parce que je pense qu'il faut quand même avant tout le saluer lui, parce que cette équipe de cadavres, on a cru sous Fabio Grosso qu'on réussirait à faire quelque chose, finalement ça n'a pas fonctionné.
c'est une transformation quand même. Alors attention, hein, on s'enthousiasme, peut-être que ça va vite retomber, je préfère prévenir et compagnie, mais il y a des choses qui mentent pas. Et aujourd'hui, que l'Olympique Lyonnais soit capable, avec une équipe à prime, avec peut-être 3, 4, 5 titulaires habituels en moins, de taper à la régulière et sans que ce soit volé une équipe de Lille qui est quand même une des équipes les plus abouties tactiquement dans ce championnat de France, avec des excellents joueurs, notamment Thiago Santos, Eden Zegrova. Moi, Eden Zegrova, c'est un de mes joueurs préférés en Ligue 1, je le trouve exceptionnel, encore passeur décisif, mais il a été vachement bien muselé ce soir quand même, Eden Zegrova. Bah, c'est pas rien quand même, parce que là, c'était le premier match coup près, hein. Il y avait l'Olympico, mais l'Olympico c'était face à un Olympique de Marseille qui est complètement moribond, complètement à l'ouest. Et les matchs d'avant, il y avait les matchs de coupe, il y a eu des défaites contre Le Havre, des défaites contre Rennes. Il y a eu cet Olympico qui était le premier gros match de l'ère Pierre Sage, en tout cas qui compte. Et là, il y avait le premier très gros match qui est contre un Lille qui est abouti, qui est une équipe qui fonctionne. Et Lyon a été meilleur. Lyon a été purement meilleur. Et la victoire de l'OL ce soir, c'est un Lyon meilleur. D'ailleurs, vous savez quoi, j'ai les stats. Je vais vous montrer les stats qui évidemment ne fonctionnent pas, donc on va juste les remettre 2 secondes. Voilà, hop, les stats, elles sont ici, elles arrivent. Donc vous voyez, les stats, c'est à la régulière, hein. Un match somme toute équilibré sur le papier, qui s'est pas joué à énormément de choses, mais qui s'est quand même joué sur le fait que l'OL a été meilleur, simplement meilleur, avec une possession qui est inférieure au LOSC, comme le match contre l'OM où la possession a été très faible, avec plus de tirs cadrés, plus de tirs, plus d'expected goals, tout simplement un match meilleur de la part de l'Olympique Lyonnais, qui aurait pu probablement être encore meilleur si Benoît Millot savait regarder ce qui se passe dans une surface de réparation, mais on peut pas tout avoir dans la vie. Maintenant, oui, voilà, je suis d'accord, je vois ce qui se passe dans le chat. Si on doit mettre un bémol dans ce match, c'est peut-être ce gâchis offensivement. Il y a eu beaucoup d'occasions de tuer le match, notamment par Orban, ou cette occasion de Tolisso à la 75e minute. Bon, après, normalement, il y a penalty, il y a peut-être 3-0 à ce moment-là en remballe. Mais le tout petit bémol, c'est peut-être une toute petite finition, pas à la hauteur, qui devrait permettre à l'OL de faire 3-1 et de remballer, et derrière, on se fatigue pas. Mais on est quand même sur une situation où, autant contre l'OM, il y a quand même eu 15 grosses minutes de caca culotte, autant là, contre le LOSC, c'était une fin de match un peu sévère, hein, avec le LOSC qui poussait, mais à aucun moment on a dit « Oula, cette équipe, elle est en train de se chier dessus complet ». Alors que contre l'OM, c'était pas le cas, hein. Et j'ai trouvé que, vraiment, et je pense que c'est ça l'important dans ce match-là, parce qu'une bonne équipe, c'est quoi? C'est quoi une bonne équipe de foot? C'est pas une équipe qui est forte à 90 minutes sur un match. On n'est pas le City de Pep Guardiola, et encore même le City de Pep Guardiola est pas fort 95 minutes sur un match. Une bonne équipe de foot, c'est une équipe qui concrétise ses temps forts. Ça a été le cas dans les grandes largeurs à l'Olympique Lyonnais aujourd'hui, parce qu'on a su mettre les buts quand il fallait les mettre et trouver des opportunités pour les mettre. Et c'est une équipe qui sait gérer ses temps faibles, surtout. Et je pense que c'est ça, les vraies bonnes équipes, c'est ça. C'est les équipes qui sont capables de subir pendant 30 ou 40 minutes sans prendre de but. Et ça fait 2 matchs d'affilée que l'OL a des temps faibles, comme n'importe quelle équipe qui n'est pas une équipe de Ligue des Champions, et gère ses temps faibles sans prendre de but. C'est encore un match où l'OL prend moins d'un but, enfin prend un but. Contre l'OM, il n'y en avait pas qui ont été encaissés. Et c'est important quand même. Parce que ces dernières années, qu'est-ce qui a fait défaut à l'OL? C'est les fameuses 2 surfaces. Vous savez, cette espèce de poncif qu'on dit « il faut être bon dans les 2 surfaces ». Probablement une des phrases les plus connes de l'histoire du foot, mais c'est vrai. Et c'est vrai que les années précédentes de l'Olympique Lyonnais, le nombre d'occasions qu'elle n'allait pas au fond, c'était ahurissant, notamment sur cette première partie de saison. Et à chaque fois qu'il y avait une occasion de but contre l'OL ou un tir cadré, ça faisait but. Là, ça fait quand même quelques matchs que l'OL fait le dos rond, l'OL subit, l'OL a des occasions de but contre lui qui sont pas très très franches et n'encaisse pas de but, ou en tout cas on encaisse peu. Et je pense que le vrai basculement il est là. Le vrai basculement, c'est pas que foncièrement l'OL est devenue une équipe monstrueuse, c'est que l'OL est devenue une équipe un peu plus forte, un peu plus disciplinée, capable de concrétiser ses temps forts et capable d'encaisser les temps faibles. Et ça, je pense que c'est des bases hyper importantes pour la suite, et ça pour le coup, c'est à Pierre Sage qu'il faut dire merci. Voilà, je pense que c'est ça qui est important dans l'analyse de ce match. Péry dimanche. Alors ça, c'est la grande question. On verra. On verra. Mais est-ce que le débat Péry-Lopez se pose? Je pense pas. Je pense que Lucas Péry, il faut le laisser un peu tranquille. Voilà, Lucas Péry, il ira jouer son quart de finale, puis son demi-finale, puis il ira soulever la coupe au stade Pierre-Mauroy. On ne sait toujours pas où sera la Coupe de France. Hein. Mais je pense pas qu'il va remettre Lopez sur le banc lors du prochain match. Pour moi, il y a 2 solutions. Si tu peux compter sur Péry, soit tu le laisses en coupe, soit tu fais un match sur 2. Mais je pense pas que tu puisses mettre Lopez sur le banc en disant bon bah allez, finito. Je pense pas, ça me paraît compliqué. Maintenant, Lucas Péry, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant. Mais c'est qu'un match. C'est qu'un match. C'est qu'un match. Faut remettre Lopez pour ne pas être un guignol.
J'ai cette référence. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Oui, alors j'avais un truc minuscule, mais je pense qu'il faut quand même en parler. Il y a eu un moment dans le match où le commentateur de beIN, je sais plus qui c'est le commentateur, qui est pas mauvais hein, d'ailleurs sur le reste, le commentateur de beIN, il a dit un truc genre oui, l'affluence dans le stade qui n'est pas folle. Bah oui mon con, ton diffuseur il a choisi 18h30 un mercredi, forcément que l'affluence elle est pas folle. Enfin, au lieu de critiquer le fait que le stade est pas plein, faut peut-être se poser les bonnes questions. Peut-être que 18h30 un mercredi, c'est des horaires de travail et c'est pas des horaires de football. Donc bon, mon grand stop, hein, c'est bon. Péri, gabarit de gardien allemand, ouais, c'est complètement ça. En plus, il y avait Sardou en concert. Non mais bon courage à ceux qui sont allés au stade, parce qu'apparemment les navettes retour c'était un enfer. Donc bon, on le sait, hein, je veux dire, je vais pas faire des tapines toute la soirée, mais un match de Coupe de France à 18h30, il y a deux raisons. Hein. À 18h30 un mercredi, c'est une honte en vrai. C'est pas un horaire pour jouer au foot le mercredi à 18h30. En plus, c'est une grosse affiche entre deux clubs de Ligue 1. C'est vraiment la honte comme horaire. C'est de la merde. C'est vraiment de la merde. Et en plus de ça, on a la chance en huitième de finale de Coupe de France d'avoir à Lyon, ou en tout cas en Branche banlieue, deux clubs qui jouent. Donc on a la chance à Lyon de pouvoir se dire bah, je vais aller voir jouer l'OL et je vais aller voir jouer Saint-Priest, qui s'est fait éliminer mais qui a fait un très bon match contre Valenciennes. Bah non, parce qu'il y a un match à 18h30, un match à 20h30. Ça aurait été trop compliqué de mettre un des deux matchs à Lyon le mardi ou le jeudi, histoire que les gens puissent pleinement profiter du football à Lyon. Bah non, c'est trop compliqué. Merci beIN Sport, bravo en tout cas, le football populaire, le football derrière une chaîne payante, bravo à la Coupe de France, on se régale. Voilà. Ou enchaîner les deux groupes. Ouais, peut-être, j'en sais rien, mais voilà. Donc, je trouve ça un peu triste, en fait, pour ce football, la Coupe de France. Parce que moi, j'adore la Coupe de France. Je trouve que la Coupe de France, c'est la compétition la plus noble du football français. Parce que il n'y a pas de barrière à l'entrée. Il y a des petits clubs, il y a des gros clubs, il y a des terrains pourris, il y a des beaux terrains. Et je trouve que c'est ce qu'il y a de plus noble dans le foot. Dans le foot français, c'est la Coupe de France. C'est le vrai football populaire. C'est les merguez trop cuites dans des stades avec des pistes d'athlés au sourd. C'est des moins 4 degrés en janvier et des bourbiers pour les équipes pro. Et je trouve ça très triste, vraiment très très triste, qu'on puisse plus voir la Coupe de France si on n'est pas abonné à beIN Sport. Et ça me rend vraiment triste. Et en plus de ça, on a une diffusion de merde. Avant, vous aviez la Coupe de France, il y avait des matchs toute la journée. Ça commençait à 13h, ça terminait à 21h. Là, on met des vieux multiplex Coupe de France. La Coupe de France, c'est pas un multiplex, putain. Multiplex Coupe de France, la honte, en pleine semaine à 18h30. Non mais fais chier quoi, putain. On peut pas nous laisser un tout petit bout de foot populaire, c'est tout. C'est un enfer. Avant, le premier week-end de janvier, là, à la reprise, hein, encore trop bouffé du Nouvel An, vous aviez Viry-Châtillon contre Angers à 13h30, puis vous enchaîniez sur Le Puy-en-Velay contre Pau, et après il y avait PSG contre les Herbiers, et il y avait du foot toute la journée sur des terrains pourris où il y a encore les lignes bleues du handball. Ça, c'était la vie, ça. Bah non, maintenant tout est concentré sur un multiplex. C'est triste, c'est vraiment triste, quoi. Ça fait chier. Ça fait chier. Voilà, c'est tout, c'est mon coup de gueule de la soirée. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Après, c'est des trucs un peu individuels. Je voulais qu'on parle du péno non sifflé aussi, parce que bon, ok, il n'y a pas la VAR en Coupe de France. Enfin, elle est pas contestable la faute sur Cherki, on est d'accord. Enfin, je veux dire, je l'ai vu qu'une fois, hein, j'ai pas pu revoir un H24. Il y a une giga faute quand même. Enfin voilà, heureusement hein, que ça coûte pas le match. Parce que ça peut être 3-0, ça devient 2-1 5 minutes plus tard. Ça fait chier quand même. Voilà, tout ça pour diffuser Saint-Priest sur beIN Box. Non mais voilà, enfin c'est relou ça. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Bah Cherki très sérieux, on en a parlé. Moi je voulais parler de Gift Orban. Je voulais parler de Gift Orban pour le sportif et le hors sportif. Déjà parce que j'adore le style de joueur qu'est Gift Orban. Il me fait un peu penser à Lukaku, dans toute proportion gardée. C'est un tracteur, c'est vraiment un Panzer qui sait prendre la profondeur super bien et qui déménage. Hein. Il déménage Gift Orban. Ça doit être un enfer de défendre sur Gift Orban parce que c'est vraiment un tractopelle quoi. C'est un camion. Alors oui, il a pas, c'est pas des crampons en soi. Hein. On est plus proche du Caterpillar que des Loups-Boutins, mais Gift Orban, il y a quelque chose. C'est vraiment un cinglé. Hein. Je sais pas si vous vous souvenez de l'interview à la mi-temps, il a donné une très bonne dans la conférence de presse, il a été très bon aussi. À la mi-temps, il y a Darren Tulette qui vient l'interviewer et il dit un truc du genre ouais mais moi je suis pas content parce que le match il est pas fini et on mène que d'un but, donc moi je suis pas content, il reste encore du temps et j'ai envie de marquer. C'est un baiser complet. Il est allumé du cerveau.
Il a des allumettes dans le cerveau. J'adore ce joueur, vraiment. Et à la fin du match, il a dit non, moi je veux jouer la Coupe d'Europe, ça me fait chier de jouer un match par semaine, on s'ennuie. Moi je veux jouer l'Europa League, jouer le samedi, j'adore. Jouer le samedi, c'est bien, mais je préfère jouer en semaine. Ok, mon frère. Ok, mon ref. Bon, on est avec toi. Voilà, tous dans le train Guy Storban. Et c'est vraiment un profil de joueur particulier, mais il fait un bien fou. Et je pense que Guy Storban, il vient cocher la case qui n'existait plus à l'Olympique Lyonnais, qui est celle qui était cochée par Moussa Dembélé. C'est-à-dire cet attaquant peut-être un peu maladroit, mais puissant, rapide, capable de prendre la profondeur comme personne, parce que Moussa Dembélé, avant de tomber dans les abysses du football, c'était quand même un excellent joueur de profondeur, un excellent attaquant de profondeur, malgré le fait qu'on avait l'impression qu'il n'était pas très rapide. Et Guy Torban, il vient cocher cette case-là. Et je trouve ça assez intéressant. Et encore une fois, il y a quelques choix qui sont pas ouf. Il y a des choix de tir qui sont pas très intelligents, mais il a le temps de progresser. Mais moi, je vois déjà un apport énorme de Guy Torban sur le fait de peser sur les défenses. Et on se moquait un peu de Bafé Gomis là-dessus en disant oui, mais il pèse sur les défenses avec son gros boule. Mais Guy Torban, il y a ce côté, hein. Et je pense que j'en viens presque à penser que Guy Torban va devenir un titulaire indiscutable parce que son profil est très important pour que ça brille autour de lui. Et je pense que Lacazette brillera plus avec Orban, et je pense qu'autour de lui, les Fofana et les Nuama vont briller encore plus avec Orban. Alors il y a un problème, parce que si on met Orban et Lacazette, il reste plus qu'une place. Donc cette place, elle est pour qui? Probablement pour Nuama ou Fofana, j'en sais rien. Aujourd'hui, ça peut se débattre, mais je suis très séduit par Guy Orban. Très très séduit par Guy Orban. Oui, j'ai dit gros boule pour Bafé Gomis parce que je suis expert en gros boule, puisque j'en ai moi-même un énorme. 4 devant sinon. À 4 devant, ça va être compliqué quand même en termes d'équilibre. Et j'ai oublié Benrahma, effectivement, j'ai oublié Benrahma. Donc, mais bon courage, bon courage. En tout cas, la concurrence n'a jamais fait de mal dans une équipe. Et c'est pas pour rien, d'ailleurs, qu'il y a des joueurs qui se sortent les doigts, parce que je pense que ça y est, ils se sentent en danger. Et je pense que Cherki se sent en danger, et que bah voilà, il faut se sortir les doigts. Et c'est important. Mais on voit en tout cas que ça fonctionne pour l'instant. On verra. On verra. De quoi je voulais parler? De Fofana. Malik Fofana. Malik Fofana, il est monstrueux. Voilà, enfin, il a 18 ans. C'est un gamin, Malik Fofana. C'est un bébé. Il est d'une intelligence de jeu. Et je pense qu'il y a une vraie différence aujourd'hui entre Fofana et Nuama, qui est de l'ordre de... L'un est pas aussi fort que l'autre, mais compense par son intelligence de jeu. Effectivement, ce que tu dis, Aurel, Yanis Elbé en parlait sur Twitter, il disait que ça lui rappelait Chelito Delgado. Bon, Chelito Delgado, déjà, il était beaucoup moins rapide que Fofana, mais Fofana, il a une science de l'espace et de l'appel qui est impressionnante pour son âge. Il va toujours au bon endroit, dans le bon tempo. Et il a une différence avec Nuama, parce que je pense que Nuama est intrinsèquement un meilleur footballeur techniquement et athlétiquement, mais Nuama n'a pas l'intelligence de jeu de Fofana. Et Fofana, quand il est rentré contre l'OM, il a été brillant d'intelligence et de vice, et avoir du vice pour un joueur de 18 ans, c'est déjà incroyable, mais il lève la tête, quoi. Et pour l'instant, on peut reprocher à Nuama d'être un artiste, mais peut-être pas un footballeur abouti. Fofana, il a des qualités athlétiques, il a peut-être moins de qualités intrinsèques, techniques et de football, mais il est d'une intelligence folle pour un gamin de 18 ans. Il a 2 ans de moins que Nuama quand même. Hein. Et j'ai été hyper séduit par la prestation de Malik Fofana ce soir. Et quand même, vous vous rendez compte les problèmes de riches là? Devant, ils sont tous bons. Nuama, il est bon. Fofana, il est bon. Lacazette, bon, bah, il est indéboulonnable. Orban, il est très intéressant. Il y a Benrahma qui va pas tarder à arriver. Et il y a Cherki qui décide d'être bon maintenant. Bah, il y a 6 joueurs et il y a 3 postes. Bah, démerdez-vous, battez-vous. Voilà, battez-vous les gars. Battez-vous. Et Fofana, ouais, en plus, il a été... Et je pense que le système est vachement bien pour Fofana. Parce que quand l'OL attaquait, sur attaque placée en tout cas, vous aviez Tagliafico. Moi, c'est là où je vois quand même une intelligence de la part de Pierre Sage. C'est qu'on a bien identifié tous ici que Tagliafico n'était pas un latéral de débordement. Tagliafico, c'est un arrière latéral presque inversé, parce que Tagliafico, il a très souvent tendance à rentrer dans l'axe du terrain et être un peu un milieu supplémentaire. Et Pierre Sage, il a bien vu ça. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'autre solution que Tagliafico. Donc, on ne peut pas demander à Tagliafico de faire ce qu'est capable de faire Mata ou de faire ce que fait Maitland Niles. Et donc, qu'est-ce qu'a fait Pierre Sage? Il s'est dit, bon, bah, puisque Tagliafico n'est pas le meilleur attaquant du monde, on va faire un système à la relance où on va mettre Tagliafico en défense, en défenseur central gauche, ce qui va totalement libérer Fofana sur son aile. Et de l'autre côté, Maitland Niles va faire ce qu'il veut. Donc quand il a envie d'attaquer l'aile, il attaque l'aile. Et quand il a envie d'attaquer l'axe, il attaque l'axe. Et ce système-là, il a super bien marché. Parce que ça tourne. Chacun son tour pour aller se mettre dans l'axe. Mais c'est hyper dur à mettre ça en place. C'est hyper dur. Je sais pas comment Pierre Sage a fait. Je sais pas si ça va tenir sur la durée. Mais j'ai été impressionné par cette animation. Et c'est franchement, je veux bien qu'on remonte tous les débriefs. Ça fait 3 ans. Je veux bien qu'on retrouve une phrase de ma part qui dit « J'ai été impressionné par l'animation tactique de l'Olympique Lyonnais ». Ça n'est jamais arrivé. Ça n'a jamais arrivé.
Mangala, j'en ai pensé quoi? Mangala, c'est pas un bémol, parce qu'il n'a pas été mauvais, mais je l'ai pas beaucoup vu. Je l'ai pas trouvé étincelant. Trouvé ok, hein, ok. Je trouvais Cacré meilleur, plus visible. Maintenant, c'est peut-être aussi parce que Mangala a fait des allers-retours que les autres ont pu briller autour de lui, mais j'ai trouvé que c'était le moins en vue du milieu. Voilà, un peu invisible. Après, ça me dérange pas qu'il soit invisible dans un bon match. Il n'a pas été mauvais, Mangala. Mais voilà, à un moment donné, dans ce rôle-là, c'est aussi un rôle parfois un petit peu ingrat de faire le lion. Et le milieu de terrain, pour le coup, lyonnais, a bouffé le milieu de terrain de Lille. C'est peut-être pas anodin non plus. C'est peut-être aussi Mangala, par son travail de l'ombre, qui a permis à Cacré et Tolisso d'aller bouffer le milieu de Lille. Donc, j'ai du mal à juger le match de Mangala, et on va en parler quand on fera les notes. Mais pour moi, être invisible dans un match comme ça, dans son rôle, ça va. Si les milieux autour ont brillé et qu'on t'a pas vu pour des conneries, c'est pas grave. Voilà, donc je suis plutôt satisfait. Il a pas gagné tous ses duels, il en a perdu pas mal hein, quand même. Tolisso, c'est l'origine de Tolisso. Faut vraiment arrêter de parler comme Bruno Chéroux. Ça vous fait rire à chaque fois, vous réagissez dessus. Les joueurs offensifs sur ton t-shirt versus ceux qu'on a maintenant, il fait speak. Vous voulez revoir la compo en entier? Regardez, elle est belle. Hein. Elle est belle. J'adore ce t-shirt. Sur le deuxième but, il fait un taf de fou, Aurel. Ouais, non, mais c'est un charbonneur. C'est un charbonneur. Et je pense que, de manière générale, c'est un match de charbonneur qu'a fait l'Olympique Lyonnais. Un match de joueurs qui s'arrachent. Le pressing a été très intéressant. Et pour une des rares fois de la saison, j'ai vu des joueurs qui s'arrachaient, y compris Cherki. Parce que le deuxième but de la rencontre, Cherki, il va se le chercher tout seul, quand même. Hein. J'ai rarement vu Cherki s'arracher comme ça. Parce que le Cherki qu'on connaît, il est dans la surface, son tir, il est contré, il fait... Et il s'arrête de jouer. Là, son tir, il est contré, bah, il s'arrache, il court sur les défenseurs, il fait n'importe quoi, et il finit par récupérer le ballon et bute. Moi, je le connais pas, ce Cherki, j'ai jamais vu. Hein. Vous le connaissez, ce Cherki-là? Moi, je le connais pas. Hein. Jamais vu ce Cherki-là. En tout cas, je l'ai pas vu depuis très très longtemps. Ça, pour le coup, ça veut dire quelque chose. Parce que c'est que de l'état d'esprit, ça. Le fait qu'il aille s'arracher pour trouver ce deuxième but. Il le fait jamais, ça. Donc, important, quand même, de noter que tous les joueurs ont été plutôt bons ce soir. Il n'y a pas un mec à foutre à la poubelle, hein, ce soir. Il y en a peut-être un qui est un peu moyen, c'est peut-être Tagliafico qui n'a pas été incroyable, mais il n'était pas dans un rôle très offensif. Peut-être Mangala qu'on n'a pas énormément vu, sinon ils ont tous été bons. Tous étaient très bons. Donc voilà ce qu'on a à dire sur ce match. Si je voulais qu'on termine avant de faire les notes sur O'Brien. O'Brien, il est fort. Hein. Alors il y a quelques trous d'air. Allez, il y a un ou deux trous d'air dans le match, toujours un petit peu, notamment au moment où il se fait déborder sur le côté gauche là. Mais il a... J'ai déjà dit contre l'OM, donc je vais pas me répéter à chaque match. O'Brien, il a une vraie qualité de relance. Alors ça, franchement, j'attendais pas que... Enfin, je pense pas que quand il est arrivé, O'Brien, qu'on a vu cette grande tige avec une coupe au bol rousse, là, il est arrivé à l'Olympique Lyonnais de Molenbeek, 21 ans, de Crystal Palace, à qui on se dit, qu'est-ce que c'est que ce machin, là? On voit une grande tige, on se dit, bon, bah, c'est un Golgoth, il va monter sur les corners et mettre des buts. J'aurais jamais pensé, au moment où O'Brien arrive, que je pourrais le surnommer Guinness Bonucci, quoi. Donc oui, on est dans l'abus, bien sûr qu'on est dans l'abus. Mais qui es-tu, Jack O'Brien? Qui es-tu? D'où les mecs qui font 1m97, ils courent super vite comme ça. D'où les mecs qui font 1m97 avec des énormes compas, là, ils peuvent faire des relances à droite à gauche et en veux-tu en voilà. C'est le patron de la défense, quoi. C'est lui le vrai patron. Il a 22 piges, c'est un no-name complet, c'est un random, c'est le patron. C'est ouf quand même. Enfin, je trouve ça ouf, O'Brien. Et franchement, le pif de John Textor, quoi. Le gros tarin de John Textor sur ce coup-là. Enfin, je suis désolé, hein, je vais le sucer, hein, mais putain, parce que c'est lui qui est arrivé, il est rentré là, il a pris le Thalys en première classe, il avait une grosse valise de 90 kilos, et il est arrivé au centre d'entraînement, il a ouvert la valise, il a dit, tenez, cadeau, c'est Noël, je vous offre un Jack O'Brien. Et tout le monde l'a regardé, genre, putain, vas-y, John, c'est quoi ton problème? Bah voilà, bah maintenant tout le monde ferme sa gueule. Tout le monde ferme sa gueule, moi le premier. Donc ouais, bravo à la direction sportive, mais je suis même pas sûr qu'ils aient quelque chose à voir là-dedans, honnêtement. Je pense pas que Jack O'Brien soit la direction sportive, la cellule de recrutement qui les ramené. Mais alors vraiment, Shamrock Barzagli, ça c'est pas mal ça. J'aime beaucoup Shamrock Barzagli. Voilà, donc pour la première fois depuis fort longtemps, il y a des valeurs sûres à chaque ligne. Il y a une valeur sûre derrière qui est que Anthony Lopez, avec le souffle chaud de Lucas Perry, soit il va se sortir les doigts, soit il va se faire sortir. Et dans les deux cas, c'est positif. En défense centrale, vous avez même plus qu'une valeur sûre, puisque O'Brien me semble être une valeur ultra sûre et je trouve qu'il progresse. Vous avez Clinton Mata qui est la valeur sûre par excellence. Vous avez deux joueurs majeurs fiables. Au milieu de terrain, on retrouve Cacré.
On a un Mangala qui a toute l'odeur d'un mec qui fait quand même un sacré boulot. Et Matic. Et devant, vous avez quasiment 4 valeurs sûres et demie sur 6, quoi. C'est ouf. Vous voyez, ce soir, vous avez Orban qui sort, c'est Lacazette qui rentre, et vous avez, je sais pas quel milieu, c'est Tolisso qui sort, je crois, et c'est Matic qui rentre. Bon, bah écoutez, ça change un petit peu, hein. Avant, fallait faire rentrer Diego Moreira à la place de Kadewere. On mange Gucci, hein. On mangeait notre caca il y a moins d'un mois, donc c'est pas mal quand même. Voilà, c'est quand même pas mal. Banc de qualité, ça change ça. Ça fait des années qu'on n'a pas eu un banc de qualité, hein. Donc attention, le but pris par Lyon est pas ouf niveau défense, par du marquage. Tout est pas parfait dans ce match, hein. Encore heureux. Tout est pas parfait. Il y a un temps faible assez long quand même, une grosse demi-heure. Il y a une erreur de marquage sur le corner. Il y a quelques occasions concédées, notamment cette tête en première partie de rencontre. Et il y a quelques bons arrêts de Lucas Perry, même s'il n'y a pas d'exploit monumental de Lucas Perry ce soir. Il a été fiable. Donc évidemment que tout n'est pas parfait, mais c'est une très bonne équipe en face. Faut quand même pas oublier que le LOSC, c'est une équipe qui va jouer les places européennes, c'est une équipe qui est très solide techniquement et tactiquement, avec des très bons joueurs dedans. Donc c'est pas une performance à prendre à la légère que d'avoir surpassé Lille sans bavure. Parce qu'encore une fois, pour terminer là-dessus, contre l'OM, c'était un très mauvais OM, et ça s'est quand même pas joué à grand-chose, parce que si jamais Lopez se prend le but à la première seconde, ou si jamais Maitland Niles rate son dégagement qui part sur la transversale, ça peut être un match qui se termine à 1 partout ou 2-1, et c'est pas non plus volé. Donc ce match-là contre Lille, c'est une victoire méritée, solide, limpide, pas une branlée monumentale, mais c'est un match où le 2-1 est le score logique. Ok, bah très bien, super. Donc maintenant, il y a une grosse échéance là qui va arriver très très vite. C'est le match contre Montpellier, ce sera ce week-end. Si l'OL gagne contre Montpellier, l'OL se donne énormément d'air, puisque Montpellier est à égalité de points avec l'Olympique Lyonnais. Donc si on gagne contre Montpellier, on fout Montpellier derrière. Et probablement qu'à la fin de la journée, si on gagne contre Montpellier, on est 13e. À 13e, ça commence à avoir de la gueule. Pour la saison dans laquelle on était, à un moment donné, je vous rappelle quand même qu'on était à 6 points du 16e. Et à 6 points du 16e, on n'en menait pas large. Donc là, ce match contre Montpellier, c'est primordial, puisque après, on en a parlé lors du podcast de Zach, il y a un enchaînement côté lyonnais qui va être très 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 difficile, en tout cas très important, qui est que là, l'OL joue Montpellier, donc un concurrent direct pour le maintien, sachant que Montpellier a encore pris une branlée aujourd'hui. Ensuite, il y aura un match contre Nice. Bon, Nice, voilà, Nice joue l'eau de travaux, c'est pas un concurrent. Mais vous allez avoir un enchaînement là sur le mois de mars. Sur le mois de mars, l'Olympique Lyonnais joue Metz le 23 février, jouera Lorient, Toulouse et Nantes en un mois. C'est 3 concurrents directs pour le maintien. Si, dans ce match contre Metz, contre Toulouse et contre Nantes, vous réussissez à en gagner 2, l'OL est sauvé. L'OL est sauvé. Il y aura un match de Coupe de France entre eux, mais moi je parle de maintien là. Match de Coupe de France, on verra. Oui, il sera le 28, je crois, si je dis pas de bêtises. 28 février, quelque chose comme ça. Tu penses que l'Europe, c'est possible? L'Europe, c'est loin quand même, hein. L'Europe, c'est loin. L'Europe, en imaginant que le PSG gagne la Coupe de France, l'Europe, c'est la 7e place, et l'Europe, elle est à 11 points quand même. 11 points, c'est beaucoup. Je vous rappelle qu'il n'y a que 34 journées, il en reste 14. Rattraper 11 points en 14 journées, super, hein, si ça arrive. J'y crois quand même pas trop. L'Europe par la Coupe de France. Bah, l'Europe par la Coupe de France, c'est autre chose. Bien évidemment qu'on y croit. On est obligé d'y croire. Il reste 3 matchs. 3 matchs secs, cher moi, hein. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. C'est la Benouévé. Donc évidemment, l'Europe par la Coupe de France, on a le droit d'y croire. Il reste le PSG, mais on a le droit d'y croire. PSG aussi a le droit de rater un match. L'Europe par le championnat, ça me semble un peu plus compliqué quand même. 11 points, c'est beaucoup. Ça voudrait dire qu'il faudrait en prendre... Il y a des concurrents en plus. Ça veut dire que sur 14 matchs, il faut en gagner... pas 9. Compliqué quand même. Je vois pas quelle équipe que sortir le PSG. Le PSG, ils vont jouer avec des champions. Hein. PSG, ils vont se retrouver embourbés dans un calendrier relou. Et PSG, il suffit d'un match contre la Sociedad qui se passe pas très bien et il s'écroule complètement. Donc effectivement, battre le PSG en janvier-février, c'est compliqué. Parce que janvier-février, ils ont que ça à foutre. En plus, ils commencent à arriver physiquement au top niveau pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Mais quand ils vont se retrouver à jouer tous les 3 jours, qu'ils vont commencer à faire tourner, qu'il y aura peut-être un match retour coup près à jouer dans je sais pas quel club à la con, et qu'ils vont se dire est-ce que c'est bien judicieux de faire jouer Mbappé 3 jours avant une demi-finale de Ligue des Champions? À ce moment-là, c'est peut-être prenable. Alors je vous dis pas que c'est facile, hein. Je vous dis pas que c'est facile, hein. Attention. Le PSG, c'est quand même un énorme épouvantail. Mais si on peut les prendre en finale et qui sont embourbés dans d'autres considérations, bon,
Pourquoi pas? Voilà. Maintenant, on peut tout aussi bien tirer le Puy-en-Velay et perdre en quart de finale contre le Puy-en-Velay. Attention, on va pas se voir trop beau. Hein. Voilà. C'est qui les adversaires de l'OL en quart de finale? Ce sera Rennes, le Puy-en-Velay, Montpellier, non pardon, Nice, pardon, Valenciennes, Strasbourg, PSG, et demain c'est quoi? Rouen-Monaco, donc Monaco, logiquement Monaco. Donc vous avez un épouvantail qui est le PSG, vous avez deux très bonnes équipes qui sont Nice et potentiellement Monaco, et après tout le monde est prenable. Strasbourg c'est prenable, Nice c'est compliqué à prendre mais c'est prenable, le Puy-en-Velay normalement c'est bon, et Rennes, après Rennes c'est fort là. Vous avez deux épouvantails, deux bonnes équipes, et deux équipes prenables, je pense. Après, Monaco, en ce moment, c'est caca. Hein. Rennes, notre bête noire, bah, on les a battus en première partie de saison. Maintenant, si on peut prendre un Valenciennes ou Puy-en-Velay, si on peut rechatter au tirage, bon, voilà. Hein. On a le droit de rechatter. On a eu Bergerac et Pontarlier. On peut avoir le Puy-en-Velay. Espèce de semi-derby, le Puy-en-Velay. Voilà, le Sydney Govouiko, le Coupetico, c'est pas mal. Enfin, croisez les doigts. On dit pas non. Voilà. On passe aux notes. On passe aux notes, si vous le voulez bien. Alors, vous voyez, mon visage s'est illuminé de vert. Nous allons passer aux notes incessamment sous peu. Voilà. Alors, les notes. Que je prenne la bonne couleur. Voilà. On va faire un terrain moche puisqu'on est en Coupe de France. Hop, il est horrible ce terrain. Je suis fatigué là, j'ai fait de l'avion et tout, je suis fatigué. Jugez pas le terrain s'il vous plaît. C'est un terrain vague là. Voilà. Toujours pas d'outils pro hein, pour faire ça. Hein. Alors, nous avions Lucas Perry, j'ai failli écrire Lopez par habitude. Ainsley Maitland-Niles. Nous avions... Merde, c'était qui? C'était O'Brien et Keita Tsar, hein, on est d'accord, ouais. 4 sur 10 le terrain? C'est dur quand même. Hein. Tagliatelle. Au milieu, nous avions Maxence Cacré. Aurel et Tolisso. Et à droite, nous avions Cherki. Fofana. Et Orban. Voilà, on va rajouter un petit Pierrot en bas à droite. Et c'est parti pour les notes. Vous êtes dur alors qu'il n'y a aucune ligne à peu près droite. C'est vrai. C'est vrai. Tolisso à gauche, mais c'est pas grave. Oh, on s'en fout les milieux de terrain, on s'en branle. Alors, Perry. C'est un bon match. Quelques lacunes, balle au pied sur les ballons longs, notamment. Mais 4 arrêts à faire, il fait les 4. Voilà, 5 tirs cadrés pour Lille, 4 arrêts. 6, 6,5. 6,5 pour Perry. C'est un clean sheet quand même, hein. 6,5 pour Perry. 6 pour les 2 drops en touche. J'aurais mis 7 s'il n'y avait pas eu quelques petits déchets sur le gelon. Mais bien. Et impression visuelle très positive. Avoir un gardien d'1m97, l'impression que le mec est immense dans les buts quand même. Hein. Non, pas clean sheet, pardon, excusez-moi. Oui, pas clean sheet, je suis con. Excusez-moi. J'ai oublié qu'on a pris un but. En plus, c'est marqué là, juste à côté. Mais bref. Quel état de ça? Ça va. C'est pas fou. Match, voilà, ok plus de quel état de ça. On va mettre 5,5. Il y a toujours ce côté quel état de ça où il y a 70 minutes de il est bon et 20 minutes de il fait peur parfois. Voilà, c'est un 5,5 d'encouragement, quoi. Et une erreur de marquage sur le but. Ouais, bon, vous avez raison. Hop là, on enlève le demi. Voilà, c'est 5. O'Brien, match très solide. Quelques tout petits trous d'air. Notamment à un moment donné où vous avez je sais plus qui là, qui passe sur son côté droit là. Et il n'arrive pas à le prendre. Ça termine en occasion de but. Oui, c'est un 6. C'est un 6 pour O'Brien. Allez, 6,5. On est généreux ce soir, c'est la fiesta. 6,5. Maitland-Niles, super match de Maitland-Niles. Hyper intéressant. C'est vraiment un joueur intéressant. Je pense que c'est le bon résumé. C'est un joueur intéressant, Maitland-Niles. Et moi, j'aime bien. J'aime bien Maitland-Niles. C'est un 7. Voilà. C'est un 7. Un bon joueur de foot. Tagliafico, peut-être un peu plus en retrait. Vraiment, Tagliafico qui a vraiment eu énormément tendance à se placer ici. Du coup, on l'a très peu vu offensivement. Plutôt intéressant défensivement. On va mettre un petit 5,5. Voilà, je pense que c'est OK.
4,5. Il a bloqué Zegrova. Il a quand même une tâche pas facile d'aller bloquer Zegrova. Il a plutôt bien réussi parce que Zegrova a été dangereux qu'une seule fois dans la rencontre et c'était sur coup de pied arrêté. Donc voilà. 5,5. Cacré, très bon match de Cacré. Très actif, Cacré. Et intéressant balle au pied. Et vraiment, ça ne tient qu'à la confiance. Moi, j'aime bien ce Cacré qui prend des initiatives, qui dribble, qui percute. J'ai bien aimé ce match-là de Cacré. On va mettre 7. Voilà. Aurel Mangala, moins en vue, mais pas un mauvais match. Honnêtement, une bonne première pour Aurel Mangala. Est-ce que le positionnement bas de Tagliafico n'a pas dû la capacité de monter de la NCD Maitland? Si, complètement. Complètement. Ouais, un 5,5 pour Mangala, je pense. 5,5, pas très en vue, mais utile. Bon petit rouage. Voilà. Le commentateur Bean, tout fier de dire qu'il a vu Boré. Oui, alors le commentateur Bean, il n'a pas arrêté de dire moi, il m'a insupporté. Ouais, c'est pas grave. Cacré, il perd pas mal de ballons. Ouais, mais il est actif, c'est pas grave qu'il en perd. Après, c'est vrai que 7, c'est peut-être un peu beaucoup. Ouais, c'est peut-être un peu beaucoup, vous avez raison. On va mettre 6,5. Voilà, on va mettre 6,5. Et Mangala, on va mettre 5,5. Tolisso, pour le coup, c'est un très bon match de Tolisso. Et c'est un match énervant de Tolisso. Parce que c'est très énervant de voir Tolisso capable d'afficher un niveau comme ça. C'est-à-dire le vrai Tolisso. Le Tolisso du mondial. Et le lendemain, vous avez le Tolisso cadavre. Donc, ouais, 6,5, ouais. 6,5. C'est vrai qu'il doit marquer, à un moment donné, il est tout seul face au but. Après, c'est pas un attaquant, hein, Tolisso. Mais il peut plier le match, et il le plie pas. Fofana, excellent. Excellent, Malik Fofana. Brillant, brillantissime. Je vous invite à aller voir la compilation de... Je sais plus qui c'est qui l'a fait. Ça va être les Benes Comps et compagnie. Fofana, quel bon poulet, on se régale. On se régale. Et en plus, il défend. Voilà. 8. C'est probablement surnoté, Fofana, mais j'ai envie de surnoter. Orban, bah, il n'y a rien à lui reprocher, Orban, ce soir. Hein. Il est... Si, peut-être un tout petit déficit de finition par moment, mais joueur utile, Orban. Joueur poison pour l'adversaire. Joueur poison. Et joueur qui travaille quand même. Hein. Joueur charbon. « 7 ou 7,5 pour Orban. Ouais, 7,5 parce que c'est un baiser. Voilà, vous savez que le système de notation ici, il est à la zub. 7,5 parce que c'est un baiser. Et Cherki, but passe D. Voilà, on va surnoter parce qu'on l'a souvent sous-noté parce qu'il nous énervait. 8,5 pour Cherki. Match parfait. Très bien, Cherki. Voilà, rien à rajouter de plus sur Cherki. Super. C'est probablement... En plus, 8, parce que j'ai beaucoup aimé, moi. C'est anodin, mais un mec qui vient d'arriver au club et qui embrasse le blason, c'est bien, mon grand. C'est bien. T'as tout compris. Et Sage, bah, c'est un match... Franchement, Sage, j'ai envie de mettre 9. Parce que tactiquement, c'était petits oignons. Elle est belle, l'histoire, quand même. Hein. Elle est belle, l'histoire. Elle est très belle, l'histoire de Pierre Sage, là. Parce qu'on en a parlé, hein, déjà, mais... Pierre Sage, c'est pas un entraîneur à la base. C'est un mec qui a passé des années et des années à être un universitaire, un formateur. Il n'a jamais eu son opportunité d'être coach. Et là, c'est la chance de sa vie à Pierre Sage. Si jamais ça marche pas à l'OL, Pierre Sage, si jamais, je sais pas, il s'était planté dans les grandes largeurs comme Grosso, bah Pierre Sage, il n'y a aucun autre club qui lui donnerait sa chance pour entraîner au haut niveau. Il serait peut-être retourné dans la formation, être adjoint, peut-être des universitaires. Mais là, c'est presque un malentendu que Pierre Sage devienne coach d'une équipe de première division. Et elle est très belle, l'histoire, je trouve, pour Pierre Sage. Et j'ai envie qu'elle continue à être belle, parce qu'à un moment donné, c'est quoi le foot? C'est des belles histoires comme ça. C'est un mec qui est formateur, qui a connu des joueurs quand ils étaient gamins, qui est un théoricien, qui est un universitaire, qui est un fanat de football, qui est un mec qui dans l'absolu, a pas grand-chose à foutre là. C'est juste un concours de circonstances malheureux de l'Olympique Lyonnais qui fait qu'on se retrouve avec Pierre Sage. Parce que c'était pas lui qui avait pris l'intérim après Laurent Blanc, c'est même pas lui qui a pris le poste ensuite. Et finalement, c'est un total malentendu que Pierre Sage se retrouve là, et ça marche. Bah, pourvu que ça marche longtemps. Parce qu'il est quand même particulièrement aimable, ce monsieur, dans le sens premier du terme. Il y a un charisme, il y a une aura, et il y a un football qui est un football que Walid Acharchour qualifierait de protagoniste, ce fameux concept de football protagoniste avec les joueurs qui prennent leurs responsabilités. Et bah moi j'ai envie que ça aille loin cette histoire. J'ai envie que ça dure comme ça a duré pour Rémi Garde et qu'on vive tous ensemble.
Et je trouve que l'histoire est très belle et je suis content que ça fonctionne. Ça n'a pas fonctionné avec Grosso et l'histoire elle aurait pu être très belle avec Fabio Grosso. Et là elle est en train de s'écrire avec Pierre Sage. Et bah pourvu qu'elle s'écrive longtemps. Voilà. Et en plus, enfin, on a un coach qui parle de foot en conférence de presse. Et ça fait plaisir. Voilà. On a terminé ce débrief. Ça aura fait une belle heure en vrai. Hein, pour un débrief qui devait pas avoir lieu. Merci à vous d'avoir suivi ça. Je vais couper après le débrief parce que je suis rincé complet. En vrai, je n'ai plus d'énergie du tout. J'ai une journée des enfers. On se retrouvera dimanche pour le débrief de Montpellier. Il y aura peut-être, mais je pense pas, un live nocturne entre-temps, puisque demain je pars à Lyon et je reviens tard vendredi. Un petit mot sur Rotten. Ah oui, j'ai oublié Jurigno. Pardon. Oublié Jurigno. Excusez-moi, tout se perd. Le Jurigno, on va le faire en 2-2 quand même, le Jurigno. Hop là. Il va pas être dur à faire. Ça va être Cherki, Orban. Il est où Orban? Perry, Maitland Niles. Et le dernier. Qui on met? O'Brien ou Cacré? Fofana. Allez, plus 4 pour Fofana, plus 3 pour Maitland Niles, plus 3 pour Perry, plus 4 pour Orban et plus 5 pour Cherki. Voilà, le lien. Je vous mets le lien dans le chat. Vous l'avez en description sur YouTube. Vous pouvez aller voter. Vous voyez, il y a déjà pas mal de votes. Il y en a 156. On va valider celui-là. Vous êtes 50 à avoir voté en plus depuis que j'ai ouvert la fenêtre. Bah écoutez... bon débrief, hein, un bon petit débrief, un débrief plein d'espoir, plein de positifs. Je l'aurais pas fait si on avait perdu, hein, je vais pas vous mentir, j'aurais pas eu le courage. Mais du coup on tient le coup, hein. Seulement un débrief qui a sauté pour l'instant, c'était Bergerac. Pour l'instant on les a tous faits sinon. Ça risque de pas être le cas jusqu'à la fin de saison. Pour l'instant on tient bon, voilà. Skull by the Rotten. Rotten il s'est emporté sur Pierre Sage parce qu'il a dit il va faire tourner, il a pas envie de gagner contre Lille. Bah non, la preuve, hein, il a pas envie de garder. De quoi Matin? De quoi Matic? C'est quoi Matic? C'est quoi votre problème avec Matic? Trop noté Cherki. On note à l'émotion ici. Hein. C'est quoi le problème avec Matic? J'ai mis Matic? Non, qu'est-ce qu'il y a? Bon, écoutez, pas grave. Roten va digérer un joueur. L'entrée de Matic, je savais qu'on n'allait pas perdre. Oui, certes. Cherki a 8 sur l'équipe, dont trop noté bof. Non, moi je pense pas. Hein. Je pense pas. Hein. T'as vu ce que Roten avait dit, Pierre Consultant? Oui, j'ai vu ce que Roten avait dit. Après, c'est votre problème si vous écoutez Jérôme Roten. Hein. Jérôme Roten, il dit que des conneries. Donc, en tout cas, il dit que des conneries sur l'OL, parce qu'il y a parfois des bonnes opinions. Mais sur l'OL, je l'ai pas. Enfin, rappelez-vous les histoires de cadres, d'expérience, du vestiaire qui voulait mettre Grosso, qui avait fait une réunion entre joueurs pour jeter Grosso. C'est du pâté en croûte moisi. C'est voilà. Il est mal informé sur Lyon. Ou en tout cas, les gens qui l'informent sont pas des gens fiables. Même si en vrai, on sait déjà qui sont les gens qui l'informent. Mais ça, c'est autre chose. On ne note pas les joueurs qui ne font pas 45 minutes. Voilà, c'est pour ça qu'on note pas les joueurs. On note les joueurs qui soit rentrent à la mi-temps ou avant la mi-temps. C'est ça la règle. Quel gâchis du pâté en croûte moisi. Complètement. On se retrouvera donc dimanche pour le débrief de Montpellier. Ce sera à 19h puisque le match est à 17. En espérant que d'ici là, l'Olympique Lyonnais aura une nouvelle fois gagné le football. Merci à tous. Hein. Même là, à la bourre, vous étiez 2000 sur le débrief. Ça fait très plaisir. Donc on continue. Même si l'énergie n'est pas toujours là, on continue. Parce que votre soutien, il est cool. Vos messages, ils sont cool. Et ça fait très plaisir. Et je trouve qu'on a la chance à Lyon d'avoir une communauté de dingue. On l'a dit la dernière fois alors, avec Zach. Et on continuera à le dire. On a une chance immense à Lyon d'avoir une communauté de gens majoritairement bienveillants et qui poussent pour le contenu qui est là. Et c'est trop bien pour nous, créateurs de contenu ou gens du coin, c'est-à-dire les Yanis, les Sofiane, les Zach, les moi, même Hugo, hein, qui est journaliste, les retours de la communauté, il est dithyrambique là-dessus. Donc voilà, merci à vous, c'est trop cool. Et pour une fois, puisque je sais qu'il est là, on te salue Bart, pour une fois, l'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'être heureux. Ciao, à dimanche, bisous.